Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos éditions du week-end sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 16 mai. Le prince Albert II s'est rendu en Italie sur le site archéologique de Pompéi, le site le plus visité du pays après le Colisée à Rome. Une de nos équipes est sur place. Dans l'hémicycle du Conseil national était discuté hier un projet de loi impliquant des restrictions sur le tabagisme et notamment la puff, ainsi qu'une proposition de loi permettant le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Les détails de ces textes dans une chronique à suivre. Nous recevrons ensuite Thilo Kehrer, le joueur de l'AS Monaco FC, a organisé un gala en principauté au profit des jeunes du Burundi, pays dont il est originaire. Et puis nous accueillerons dans ce journal Guillaume Dazin, coordinateur du meeting de natation Mare Nostrum qui réunira ce week-end 300 nageurs, dont les meilleurs du monde. Mais d'abord, ces images provenant d'Albanie, où le prince Albert II a participé ce vendredi au 6e sommet de la communauté politique européenne. Cet événement a réuni une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement à Tirana, dont le président français Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le souverain monégasque a assisté ce matin à la première session plénière, durant laquelle il a évoqué l'avenir de l'Europe, mais aussi la guerre en Ukraine. Nous reviendrons plus en détail sur ce sommet dans notre édition de demain, avec nos envoyés spéciaux. Cap sur l'Italie, à la découverte de Pompéi. Le souverain s'est rendu hier sur ce site archéologique unique au monde, figé sous les cendres du Vésuve depuis près de 2000 ans. Visité par des millions de personnes chaque année, la cité offre une plongée émouvante dans l'histoire, comme en témoigne Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. À Pompéi, le prince Albert II renoue avec une histoire de famille vieille de plusieurs siècles, une visite symbolique dans un lieu où la mémoire et le patrimoine se rejoignent. Guidé par l'écho des siècles, le prince Albert II a remonté le fil du temps à Pompéi, l'un des plus fascinants sites archéologiques du monde. Figé par l'éruption du Vésuve en l'an 79, la cité romaine livre encore aujourd'hui, pierre après pierre, les secrets de son passé. Parmi les fresques intactes et les colonnes brisées se dévoile l'âme d'une civilisation disparue. Pompei è un sito unico non perché era così importante nell'antichità, perché era una di tante città, come anche Nice e Monaco, una città del mondo antico, però si è conservato in maniera davvero incredibile. Troviamo tutti gli oggetti nel loro contesto originale, troviamo purtroppo anche le vittime che non ce l'hanno fatta quel giorno del 79 d.C. e dunque ci apre una finestra nel mondo antico che non ha eguali nel mondo. Le prince Albert II a découvert avec fascination le site antique de Pompéi pour la première fois. Subjugué par la beauté et la force historique du lieu, il a parcouru ses vestiges avec une profonde émotion. Vous avez vu la qualité de la préservation de certaines fresques qui sont absolument extraordinaires. Non, et de voir à quel point les excavations ont été faites de manière vraiment scientifique et très complète, et puis de voir à quel point la préservation des différentes peintures murales, des différentes fresques est tout à fait extraordinaire, hein, de pouvoir voir ça de très près, puis de voir aussi les moules des corps qui ont été saisis par cette catastrophe. C'est tout à fait impressionnant. La principauté et Pompéi partagent un attachement aux racines et à la transmission du patrimoine. Une rencontre entre deux terres, deux mémoires, unies par un même souffle d'histoire. Pompéi se présente comme un pont entre passé et avenir, un lieu où les cultures s'unissent. La città che ho il piacere come rappresentante del sindaco di Pompei, quindi di poter mostrare alla Sua Altezza Serenissima, è una città che è divisa tra passato e modernità. Abbiamo il sito, forse il sito archeologico più visitato in Europa, con oltre 5 milioni di visitatori, ma tutto questo in realtà ha sviluppato una città che è viva e pulsante, e che grazie anche alla presenza importantissima, senza la quale non ci sarebbe stata nemmeno la città, ovvero del santuario, a questo punto rende, secondo il punto di vista del sindaco che rappresento, una città che è divisa tra il passato, il futuro e quindi un ponte.
Pour conclure sa visite, le prince Albert II s'est rendu au sanctuaire de la Vierge du Rosaire, lieu emblématique de la ville de Pompéi. Construit à la fin du XIXe siècle, ce monument religieux est aujourd'hui l'un des plus importants centres de pèlerinage en Italie. Chaque année, des milliers de fidèles viennent s'y recueillir, attirés par sa force spirituelle et son histoire. Le souverain y a marqué une pause respectueuse, soulignant par sa présence l'importance de ce lieu de foi et de recueillement. Hier après-midi, vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info la séance publique législative qui s'est tenue au Conseil national. À l'ordre du jour était discuté un projet de loi impliquant des restrictions sur le tabagisme ainsi qu'une proposition de loi permettant le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Les deux textes ont été largement adoptés. Théo Schumer, on vous retrouve devant le Conseil national. Que faut-il retenir ? Oui, Sarah, deux textes importants adoptés hier. Le projet de loi sur le tabagisme d'abord a été adopté à l'unanimité par les élus présents. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le tabac et ses dérivés, comme les nouvelles cigarettes électroniques, seront mieux encadrés. L'âge légal pour acheter du tabac et ses dérivés passe à 18 ans, contre 16 ans auparavant. L'interdiction de fumer sera élargie à de nouveaux lieux à Monaco. Et enfin, les puffs, vous savez, ces cigarettes électroniques jetables, sont désormais complètement interdites sur le territoire en raison de leur consommation élevée chez les jeunes et du fait qu'elles soient aussi dangereuses pour l'environnement, puisque vous savez qu'elles peuvent être jetées un petit peu partout et que cela se dégrade difficilement. Et puis l'autre vote très attendu porte lui sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. La proposition de loi a été adoptée à 19 voix pour et 2 voix contre. Elle autorise désormais son recours avant la fin de la 12e semaine de grossesse. Le texte permet aussi d'allonger à 16 semaines le délai pour réaliser une IVG dans le cas où la grossesse résulterait d'un acte criminel, et permettent enfin l'abaissement de l'âge requis pour avorter sans consentement parental de 18 à 15 ans maintenant. Alors ces deux textes ont fait réagir, comme vous l'imaginez. Sur le tabac, Christophe Robineau, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, a salué une réforme majeure pour la principauté, tandis que Béatrice Fresco-Rolfo, la présidente de la Commission des droits des femmes, s'est réjouie quant à elle. Après des années de silence et d'hypocrisie, ce texte ne milite pas, il libère et j'en suis fier, a-t-elle notamment déclaré sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, deux textes très importants, voire historiques pour la principauté. Une chose est sûre, la séance d'hier restera dans les mémoires. Historique, oui, merci Théo. En football, l'AS Monaco s'apprête à vivre son ultime duel de la saison de Ligue 1 demain à Lens. Déjà assuré d'entendre résonner l'hymne de la Ligue des Champions à domicile la saison prochaine suite au succès face à Lyon. Les hommes d'Adi Hutter affronteront les 100 et or ce samedi à 21h. Libérés d'une certaine pression, les Rouges et Blancs voudront offrir un nouveau succès aux supporters. Je vous propose d'écouter le coach et le défenseur Jordan Tézé en conférence d'avant-match aujourd'hui. We go there to try to win this game. That we have the occasion to finish on the second place. We don't know what happens in Marseille, but this is our task to bring also a good result back home to Monaco. We are facing a good team, Lens, and to finish on second place again. I think since a long time in Monaco it would be also a big achievement, and everybody knows that when you finish on second place, we have the opportunity, like last season, maybe to play the Super Cup against Paris. Regarding that PSG is winning the French Cup, but we will see. On veut gagner contre Lens, bien sûr. On sait que ça sera pas facile parce que dernière année j'ai joué aussi déjà contre Lens, donc l'ambiance et le stade c'est très bien là-bas, mais on peut gagner là-bas bien sûr parce que on est toujours nos objectifs et ça c'est pour être deuxième parce que par exemple cette année on était à c'était Qatar, non? Ouais, à Qatar pour jouer les trophée de champion. Ouais, donc ça a été une bonne ambiance. Ça aussi, ça donne nous une possibilité pour gagner aussi un titre pour la prochaine saison. Une dernière danse à suivre, je le rappelle, demain dès 21h. Pour la première fois depuis la création de sa fondation en 2019, Thilo Kehrer de l'AS Monaco FC a organisé un gala comprenant une vente aux enchères afin de collecter des fonds et aider les enfants dans le besoin au Burundi, pays dont le joueur est originaire. La soirée avait lieu au restaurant La Môme où nous retrouvons le défenseur. Bonsoir Thilo Kehrer.
Bonsoir. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager pour la cause des jeunes burundais? Déjà, mon amour pour le pays et je dirais mon gratitude et ma reconnaissance pour les opportunités que j'ai dans ma vie, la façon comment je pouvais grandir, les sports que j'ai pu pratiquer dans mon enfance, dans ma jeunesse, qui m'ont permis de développer mon talent, et c'est ce que j'essaye de transmettre à la jeunesse en Burundi. Oui, je rappelle que vous êtes vous-même originaire du Burundi. Quelles sont les principales actions de votre fondation? C'est ça, ma mère et ma sœur sont nées au Burundi. Les principales actions se concentrent sur 3 piliers. C'est l'éducation, c'est la santé et le sport. Et c'est principalement sur ça qu'on fait notre projet. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner d'un projet récent, par exemple? Un des projets récents, c'est le centre Thilo Kehrer à Gitega, au Burundi, qui accueille des enfants et des jeunes, qui a une bibliothèque physique, qui a des ordinateurs avec des bibliothèques en digital, qui a un accès à l'Internet, qui permet aux jeunes de faire des formations, essayer de développer leur talent pour probablement trouver un travail plus tard dans leur vie. On a des équipes de sport, de foot, de basket notamment, et on a aussi le secteur culture avec des cours de danse, avec des cours de tambourinaire, l'instrument national du Burundi, et aussi des cours de cuisine traditionnelle. En parallèle de votre carrière, vous suivez de près ce qu'il se passe sur le terrain auprès de ceux qui bénéficient de votre soutien. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus lors de votre dernier voyage? Ce qui m'a marqué le plus, c'est les gens avec leur joie, avec leur pure joie pour la vie, avec leur simplicité, leur respect par rapport aux touristes, par rapport aux gens qui viennent visiter le pays, mais aussi entre eux. C'est une mentalité très respectueuse, des gens qui sont vraiment adorables, et c'est ça qui m'a impressionné. Comment vous êtes accueilli, vous, quand vous y retournez? Chaleureux, je dirais. J'essaie de faire un maximum de rendez-vous avec des gens sur place, avec des enfants, aussi avec des médias, bien sûr, et des gens qui sont dans le gouvernement pour connecter la fondation à fond et essayer d'aider partout où on peut. À quoi va servir l'argent collecté lors de ce fameux gala de charité? Ça nous permet de lancer différents projets, notamment de construire des multiplexes, des terrains de sport qui permet aux jeunes de développer leur talent. On essaie de former des gens qui peuvent être coachs ou qui peuvent être entraîneurs de différents sports. On essaie de, comme j'ai dit, avoir l'aspect éducation pour permettre de développer aux jeunes leurs talents, leurs intérêts, pour leur donner accès pour trouver un travail plus tard. On ne pouvait pas clôturer cette interview sans évoquer l'AS Monaco et sa récente qualification en Ligue des Champions. Comment vous vous sentez à l'approche de la dernière rencontre de la saison face à Lens? On se sent très bien. On est très heureux et très content d'avoir accompli notre objectif, de finir la saison qualifié pour la Ligue des Champions pour l'année prochaine. On a eu une saison avec des hauts et des bas, mais on est toujours resté soudés. On a bien célébré les derniers jours en équipe, avec le staff, avec tous les gens du club. Et voilà, maintenant on a un dernier match à jouer à Lens et on essaye de remporter une autre victoire pour finir la saison encore mieux. Une toute dernière question de curiosité, est-ce que vous porterez le maillot rouge et blanc la saison prochaine? Oui, pourquoi pas. Une bonne nouvelle. Merci beaucoup Thilo Kehrer d'avoir été notre invité. Merci à vous. Ils étaient bénévoles de l'Automobile Club de Monaco. Comme chaque année, à l'approche du Grand Prix, la fondation Flojac organise aux côtés de l'ACM et de son président Michel Boéry une soirée hommage aux 2 frères décédés dans 2 accidents de voiture et de ski en 2012 et en 2013. La fondation créée par Charles Flojac, papa des 2 défunts, a pour vocation de venir en aide aux jeunes sportifs. Elle compte parmi ses bénéficiaires de grands athlètes locaux comme Théo Andan. L'événement s'est déroulé en présence de
de 350 personnes, dont l'ex-pilote de Formule 1 et parrain de la fondation Jean Alesi, au nouveau garage inauguré lors du dernier e-prix. Pour la bonne cause toujours, le Kiwanis Club de Monaco organise un tournoi de pétanque au profit des enfants atteints de cancer ou en rémission. Le lieu de rendez-vous, le club bouliste sur le Rocher. Les participants de tout niveau sont attendus à partir de midi autour d'un déjeuner gourmand préparé par les chefs du Cordon d'Or. Si vous êtes intéressés, pensez à vous inscrire. 300 nageurs venus de 46 nations vont se jeter à l'eau ce week-end au centre nautique Prince Albert II. Ce samedi 17 et ce dimanche 18 mai, Monaco accueille la première étape du Mare Nostrum 2025 qui se poursuivra à Barcelone et à Canet-en-Roussillon. Guillaume Dazin, bonsoir. Bonsoir Sarah. Vous êtes coordinateur de l'événement au sein de la Fédération monégasque de natation. Vous accueillez à chaque édition des champions olympiques, des champions du monde, des champions d'Europe. Qui sont les têtes d'affiche cette année? Alors cette année, nous avons la Hongkongaise Sobia Noguet, l'Italien Niccolò Martinenghi. D'ailleurs, on a une grosse délégation italienne cette année. On a à peu près 11 médaillés qui ont un palmarès olympique monde Europe. Pareil pour les Hongrois. Et donc on a chez les Hongrois Nandor Nemeth. Et ensuite, on a aussi Maxime Grousset, le français, Biril Gassadello et Mélanie Hennig. La liste est assez longue parce qu'on a une cinquantaine de médaillés cette année, olympique monde Europe. Ça promet du beau spectacle. Et est-ce que parmi les nageurs présents, il y a des espoirs que vous souhaitez mettre en avant et des monégasques également? Alors oui, chez les espoirs, on a une italienne, Sara Curtis, qui est encore junior, mais qui a au championnat italien battu les records italiens de Federica Pellegrini. Et après, au niveau local, nous avons nos monégasques qui se préparent pour les Jeux d'Epsieta d'Andorre. Et ils partent en stage lundi matin à Font-Romeu et ensuite ils rejoignent la délégation. Donc ils sont 16 à partir aux Jeux d'Epsieta et sinon nous pouvons compter donc Lisa Pou, notre nageuse, Théo Druyen, Esteban Faure. Ils sont au complet, en forme et j'espère qu'ils feront leur meilleur temps ce week-end à Monaco. Le tournoi de vitesse, c'est l'épreuve spécifique en principauté. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce concept unique dans le milieu de la natation? Tout à fait. Alors le tournoi de vitesse, ça se nage sur les 50 mètres, hommes et femmes, sur les 4 nages. Pour accéder à la finale, il faut nager 5 fois dans le week-end et ça se finit en 1 contre 1. C'est-à-dire que dès les séries, on retient les 16 meilleurs temps, puis les 8, les 4 et on finit en 1 contre 1. C'est élimination directe et la répétition est très très difficile. Le tournoi de vitesse, c'est unique dans le monde. Sur ce format-là, pour les 5 tours. Habituellement, ça se fait sur 3 tours. Et à Monaco, c'est 5. Donc c'est ce côté-là qui est très difficile sur la répétition. Et nombreux sont les nageurs qui maintenant viennent faire une seule nage pour espérer accéder à la finale. Monaco représente donc la première étape. Qu'est-ce qu'elle représente spécifiquement, cette étape monégasque, pour les athlètes? Alors, la première chose, c'est que nous sommes qualificatifs pour les championnats du monde de Singapour, qui commencent le 28 juillet. Ensuite, nous sommes premiers de l'étape du Mare Nostrum. Ensuite, c'est nos amis de Barcelone et de Canet qui prennent la suite de l'organisation. Et il faut savoir que nombreux viennent à Monaco par rapport à la rigueur et la qualité de l'organisation de l'événement. On est très strict sur beaucoup de choses et c'est ce côté-là qu'ils apprécient et ils nous comparent souvent aux championnats du monde. Donc ça, c'est très positif. On les remercie de cette petite anecdote. C'est pour cette raison aussi que ce rendez-vous créé en 1994 a vu défiler les grands noms de la discipline. Quels sont aujourd'hui les records à battre? Alors les records à battre, il y en a plusieurs. On a déjà Sobia Noguet qui détient le record du 200 mètres nage libre sur le Mare Nostrum. On a le record d'Alexander Popov qui datait de 1994 à l'ouverture du Mare Nostrum. Et le meeting, lui, par contre, existe depuis 1983. Mais donc en 1994, M. Popov, il avait fait donc un record du monde. Et l'année dernière, Sun Woo Wang, un Sud-Coréen, a battu le record de Popov qui datait de 30 ans. Donc si un nageur souhaite le battre de nouveau, il est le bienvenu. Parce que ce serait bien qu'il ne reste pas 30 ans de plus en record local. Et un mot sur l'organisation? Donc un mot sur l'organisation. Donc nous avons à peu près entre 70 et 80 bénévoles. Nombreuses sont les équipes qui nous comparent donc à la qualité des championnats du monde, ce que je disais tout à l'heure. Et il faut savoir que sans nos bénévoles, bien évidemment, cette qualité-là, on ne pourrait pas l'avoir. Donc bien évidemment, on est tous heureux de les compter présents chaque année. Et bien évidemment aussi,
les nageurs les reconnaissent et ils créent un côté familial avec nos bénévoles. Et c'est ce côté-là aussi qu'ils apprécient pour pouvoir se sentir à la maison et performer et battre des records. On espère que le public sera au rendez-vous pour soutenir les nageurs au Stade Louis II. Pour celles et ceux qui ne pourront pas se déplacer, les finales seront à suivre en direct sur Monaco Info dès 17h samedi et dimanche. Merci beaucoup Guillaume Dazin d'avoir été avec nous. Merci à vous Sarah, bonne soirée. Une présentation sous forme de discussion autour des 5 nommés pour le prix 2025 des rencontres philosophiques de Monaco, sous la présidence de Charlotte Casiraghi, a eu lieu hier soir à la Maison de la Poésie à Paris. Christophe Pacaud, vous étiez sur place accompagné de Jérémy Henry. Une conversation autour des 5 livres, des 5 auteurs retenus pour recevoir le 12 juin prochain le prix des rencontres philosophiques à Monaco. 5 livres bien différents dont va nous parler l'un des créateurs, membre fondateur, le philosophe Robert Maggiori, sans oublier le grand thème de la semaine à Monaco dans un peu moins d'un mois maintenant. Robert Maggiori qui revient sur le thème de la vérité et tout d'abord sur l'idée de cette soirée ici à la Maison de la Poésie. Robert Maggiori, on va rappeler la philosophie de ces rencontres ce soir ici à Paris avant le grand rendez-vous du 12 juin à Monaco. Ce soir, il s'agissait de discuter sur de faire une conversation autour des livres qui sont en lice et là sera primé par le jury donc des rencontres philosophiques de Monaco. Et là, c'était pour que le public prenne connaissance du contenu des 5 livres qui sont tous les 3 extrêmement importants, extrêmement reliés à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde et notre société. C'est une semaine qui est devenue incontournable à Monaco en plus, parce qu'elle est partout cette philosophie pendant cette semaine. Nous l'espérions au départ, donc maintenant si c'est le cas, nous en sommes évidemment ravis. Mais je crois que c'est le destin de la philosophie que d'être parmi les gens. Et pour moi, la chose la plus symptomatique, ce sont les conversations que nous faisons au marché. Parce que là, nous retrouvons la vieille tradition de naissance de la philosophie, qui était la discussion dans l'agora, la discussion dans le forum, où chacun participait pour dire son savoir, son opinion, son jugement. Et c'est bien pour ça que nous serons à vos côtés, évidemment, avec Monaco Info. Juste pour ce soir, c'est pas facile de trouver un thème qui dit 5 livres complètement différents, vous l'avez dit, mais on a réussi à trouver des passerelles quand même. Entre les livres des philosophies, il y a souvent des passerelles. Même si les thématiques sont différentes, il y a toujours moyen, effectivement, un petit peu comme prendre une photo. On peut prendre la photo de divers angles différents, mais effectivement, il y a quelque chose en commun qui est le tissu même de notre vie sociale. Avec un jury d'exception évidemment pour attribuer ce prix le 12 juin prochain. Ça, je le crois fondamentalement que les philosophes, hommes et femmes qui composent effectivement notre jury est vraiment d'une très très grande qualité. Oui, dans ce genre de discussion, de conversation, un lien intime se crée entre les auteurs et même relie peut-être les livres de temps en temps au fur et à mesure de cette soirée ici à la Maison de la Poésie, avec comme maîtresse de cérémonie notre consoeur Laure Adler. Ce que j'ai compris en lisant les livres, c'est qu'ils étaient tous animés par le désir de transmettre leurs recherches. Et ils étaient tous animés aussi par le désir de se parler, de s'écouter entre eux. Il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de volonté pour aucune de ces personnes de vouloir se mettre en avant, prendre la lumière. Mais il y avait une sorte de collège d'échanges et d'écoute réciproque, et ça, je l'ai très vite compris après avoir lu les bouquins qui étaient effectivement assez cloisonnés dans des disciplines philosophiques assez hétérogènes, mais j'ai compris qu'ils étaient bien ensemble. Donc à partir du moment où ils étaient bien ensemble, il suffisait de se laisser aller à son intuition. On vous a senti très intéressé par les nouvelles technologies aujourd'hui, même si la réminiscence est là, même si la surprise reste là et que les peuples sont difficiles à comprendre. Cette intelligence artificielle qui vous marque aujourd'hui, qui rentre dans le monde de la philosophie. Elle rentre comme espace de pensée, mais il y a très peu, à part Vanessa qui a écrit un bouquin qui à mon avis va faire date parce que elle s'autorise à penser des choses qui sont bousculées par une espèce de modernité triomphante et par un impératif du présent qui se dérobe pour devenir lui-même un avenir, comme si le temps se consumait, mais ce temps de la performance technologique des robots et de l'intelligence artificielle brûle par essence même l'acte qui est de prendre de la distance en ayant la possibilité de penser. Donc on voit bien que la philosophie a une place prépondérante pour introduire de l'éthique à l'intérieur d'une question qui nous concerne tous.
Et dans moins d'un mois maintenant, la philosophie va reprendre ses quartiers en principauté de Monaco. N'oubliez pas la remise des prix le 12 juin prochain au Théâtre Princesse Grace. Et les rencontres auront lieu plus largement du 10 au 15 juin dans plusieurs sites de la Principauté. Les matinales, qui constituent un moment privilégié d'échange entre les intervenants et les participants sur la place d'Armes, seront diffusées sur notre antenne. Direction le musée d'anthropologie préhistorique qui a accueilli la collection de Ludovic Donadieu. Elle est composée de véritables trésors miniatures issus de différentes civilisations du monde. Le propriétaire de ces pièces antiques était présent pour expliquer sa démarche. Alban Gingembre et Thomas Deus l'ont rencontré. Il aura fallu une vingtaine d'années pour observer, collecter et sélectionner ces œuvres antiques miniatures. Résultat, des pièces issues de 99 cultures différentes du monde entier. L'idée étant de créer comme un arche de Noé culturel, regroupant une centaine de cultures du monde, de moins 8000 au XXe siècle, donc sur 10 000 ans d'histoire. Et si on cumule toutes les anciennetés moyennes des œuvres, on arrive à près de 200 000 ans d'histoire. Ce qui est très intéressant, c'est que où constitue dans le monde, on a des similitudes extrêmement fortes avec des cultures pourtant totalement opposées, séparées par des mers, des océans, et on arrive à observer effectivement des parallélismes très intéressants entre ces cultures qui n'étaient pas censées se connaître et pas censées se côtoyer. Cette collection, Ludovic Donadieu l'a dédiée à sa fondation, la Fondation Donadieu qui œuvre pour l'enfance. La Fondation Donadieu administre cette collection. L'idée étant de véhiculer des messages auprès notamment de l'enfance, des adultes de demain. Deux messages importants. Premier message, diversité culturelle. Et d'autre part, l'importance du petit, du fragile qu'il faut protéger. La Fondation œuvre auprès de l'enfance principalement isolée pour véhiculer ces messages, faire voyager les enfants et leur ouvrir des nouveaux horizons. Cette collection d'objets miniatures découlera d'ailleurs sur une série de dessins réalisés par des enfants malades, des reproductions inspirées des objets de la collection pour offrir l'opportunité à ces jeunes d'être exposés. Intéressons-nous à présent à ce livre, Au cœur des mots, ma différence, ma force. Il a été écrit par des élèves de 3e issus de 47 classes différentes à travers le monde, dont une du collège Charles III. Toutes les explications de cette opération initiée par l'association monégasque Au cœur des mots dans ce reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. L'an passé, une classe de 4e du Collège Charles III a participé au 4e concours international d'écriture numérique francophone, organisé par l'association Au cœur des mots, en partenariat avec la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. 47 classes venant de 47 pays, comme par exemple le Liban, la Roumanie, l'Équateur, le Mali ou encore Monaco, soit près de 1400 élèves, ont participé à cette aventure. Le concept était simple, identifier une personne qui a réussi à surpasser la discrimination et l'intolérance. Les élèves ont alors rédigé de façon journalistique un article sur cette personne inspirante. De ce travail en est sorti un livre distribué cette semaine aux élèves de la Principauté ayant participé à cette opération en présence d'un des membres du jury, le célèbre photographe grand reporter Nick Danzinger, ainsi que le directeur de la DENJS. Au cœur des mots, c'est une magnifique aventure. Comme je disais aux élèves, il faut réfléchir sur l'objet livre. Et le livre, c'est vraiment ce qui nous ouvre à l'altérité, au monde, à d'autres expériences. Donc là, en plus, ils ont travaillé sur la différence, sur la discrimination. Et donc ça se rejoint, à la fois l'objet, le livre, et puis leur démarche. Donc c'est un magnifique projet, je veux dire, intellectuel, sensible. Ça fait vraiment très plaisir voir les élèves qui, dans ce petit livre, ils retrouvent leur nom et dans un thème très important que cette année, c'était ma différence, ma force. Dans ce livre, 47 histoires abordant la discrimination, l'égalité des droits entre filles et garçons, l'accès à l'éducation ou encore, et c'était le cas pour la classe de Monaco, l'inclusion. On est allé voir un spectacle sur la danse inclusive au Grimaldi Forum et on y est allé donc la classe entière. Et après avoir découvert comment c'était l'échange que les danseurs avaient avec les personnes qui étaient en mobilité réduite, etc., on a ressenti des choses qu'on n'aurait pas vraiment su qu'on pourrait ressentir si on n'avait pas vu ce spectacle. Et c'est grâce à ces émotions qu'on a pu écrire
l'article qui est apparu dans ce livre. Ces élèves sont repartis avec le livre Au cœur des mots après avoir vécu une belle expérience l'an passé. Si vous voulez vous procurer cet ouvrage, vous pouvez contacter tout simplement l'association Au cœur des mots. Et sachez que l'une des 3 préfaces a été écrite par le prince Albert II. Énorme succès en France et à l'international, le Comte de Monte Cristo, que vous avez probablement vu au cinéma récemment, est au cœur de la pièce Les prisonniers du Château d'If, qui se joue actuellement au Théâtre des Muses. Il s'agit d'une adaptation sobre mais puissante du célèbre roman d'Alexandre Dumas, dans lequel Edmond Dantès se retrouve enfermé dans un cachot et se lie d'amitié avec un autre prisonnier qui tente de s'évader. Léa Dutrouille, Camille Caloni et Clélia Renaud se sont glissés pour nous dans les coulisses. Spectateurs, bonjour et bienvenue au Théâtre des Muses. Au Théâtre des Muses se tient un huis clos théâtral tiré d'un monument de la littérature française, le Comte de Monte Cristo. Mais ici, pas de vengeance spectaculaire, pas de palais vénitien, seulement 4 hommes, 2 cellules et une leçon d'humanité. Les prisonniers du Château d'If, récompensés de 2 Cyrano en 2022, revisitent le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas en se concentrant sur ce qui en est peut-être le cœur battant, la rencontre entre Edmond Dantès et l'abbé Faria, un condamné à la folie sauvé par un autre condamné à mort. Mais direction les coulisses entre 2 traits de maquillage pour mieux comprendre les personnages qui animent les comédiens. La perruque que je vais mettre bientôt, la barbe, tout ça, ça participe de me mettre dans l'ambiance. Là, ça vient de plus en plus vite pour moi. Fourgab, c'est encore une autre affaire, mais il est là depuis tellement longtemps dans cette pièce que c'est lui Edmond Dantès. Moi, je suis plus récent là-dedans. Moi, ça fait 4 ans que je joue ce rôle-là. Il a été créé par un autre comédien, Thibaut Truffert, et moi, je reprends la suite, je l'accompagne autrement un petit peu l'abbé Faria que Thibaut. Ça me touche beaucoup, il y a beaucoup de choses à traiter dans cette pièce-là, dans cette partie-là du roman, et c'est ça qui est fort en fait. Et puis plus on la joue, plus il y a des choses, on dit ah ouais, mais ça peut être complètement mis à l'ordre du jour. C'est pas un super-héros avec des super-pouvoirs comme on pourrait avoir aujourd'hui, mais il a son pouvoir à lui, c'est la connaissance, le savoir et tout ça, et ça c'est bien aussi. Il y a plein d'enfants qui viennent nous voir à la fin, qui ont vu, qui connaissent un peu l'histoire, qui là avec le film c'est très nouveau aussi, il y a des publics plus jeunes qui viennent nous voir et qui connaissent déjà l'histoire, qui sont contents de retrouver des personnages un peu plus longtemps, donc c'est agréable de voir que ça plaît aussi aux plus jeunes. Loin des adaptations à grand budget, cette version ramène le mythe à son origine, et dans l'ombre du Château d'If, ce n'est pas la vengeance qui triomphe, mais la transmission. À ne pas manquer, les comédiens remonteront sur les planches demain à 20h et dimanche à 14h30 et puis à 17h. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas dans quelques minutes l'après-JT consacré au Conseil de l'Europe. Dans un an, pour la première fois de son histoire, Monaco présidera le comité des ministres de l'organisation européenne. Quels sont les enjeux de cette présidence ? Réponse dans un instant. En attendant, nous refermons ce journal avec les clichés de Manuel Vitali. Notre photographe est allé à la rencontre de 2 classes de primaire participant au projet Chorévoix, un spectacle mêlant chant, danse et théâtre qui sera présenté prochainement à l'Opéra Garnier. A tout de suite. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, le ciel est un peu contrarié en ce moment. Les nuages que vous avez vus aujourd'hui seront encore là demain, même si le soleil ne sera pas bien loin. En matinée, vous aurez effectivement quelques rayons de soleil accompagnés d'une petite masse nuageuse et ce sera la même chose l'après-midi avec un petit risque de pluie à surveiller aussi
en fin de journée. Côté température, on part sur 15 degrés le matin et 19 degrés l'après-midi. Demain, vous penserez à souhaiter une bonne fête au Pascal de votre entourage. Belle soirée avec nous. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.